il est possible d'investir seul, déjà, tout court, oui. Et il est possible aussi d'investir après 45 ans sans aucun problème, seul ou accompagné. À savoir que si vous êtes en zone non tendue, préavis de départ, c'est 3 mois pour la location nue. Préavis de départ pour la location meublée, ça sera 1 mois. Alors qu'en zone tendue, c'est 1 mois pour les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vous confronter à ceux qui ont déjà fait les choses que vous voulez faire et des gens qui sont déjà là où vous voulez être. Autre avantage aussi d'investir dans l'immobilier par rapport à la bourse, c'est la diversification, tout simplement. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, bienvenue dans ce 200e épisode. 200e épisode, c'est énorme, j'ai l'impression que c'est quelque chose. Franchement, ça me fait quelque chose parce que c'est du taf, je vous le dis souvent, mais c'est du taf. Un épisode par semaine avec un invité, un épisode soit en solo, soit avec quelqu'un pour une capsule spécifique le dimanche. Vraiment, c'est beaucoup de travail. Ce premier épisode du podcast, il est sorti début mars 2022. Ça fait 2 ans et demi aujourd'hui, je vous parle. D'ailleurs, c'est quasiment à quelques jours près 2 ans et demi, puisqu'aujourd'hui, on est début septembre 2024 et on publie, ça y est, on diffuse le 200e épisode. Vraiment, je suis vraiment ravi et aussi fier de nous. Quand je dis nous, c'est fier de moi, évidemment, puisque j'anime ce podcast, donc c'est un peu essentiel que je sois là toutes les semaines, 2 fois par semaine. C'est du taf, franchement. Il faut préparer les contenus, il faut trouver les invités, etc. Et pour ça, j'ai une super équipe aussi. J'ai Laura, j'ai Julien. Je vous remercie à tous les deux, vous qui me regardez déjà, parce que vous allez checker le montage de l'épisode. Mais franchement, je vous remercie vraiment pour le taf que vous avez fait. Donc merci Laura, merci Julien qui va nous quitter dans quelques jours là, pour de nouvelles aventures puisqu'il était en alternance chez nous, piloté par et managé par Laura. Donc Laura qui reste évidemment avec nous plus que jamais dans l'équipe. Et puis on aura une nouvelle personne qui s'appelle Benjamin qui va rejoindre l'équipe pour prendre la place de Julien et qui pourra évidemment nous faire les montages et toute la post-production du podcast et également de la Voûte Studio à Toulouse, puisque vous êtes les bienvenus aussi si vous êtes créateur de contenu ou podcasteur ou quoi que ce soit. Si vous avez un besoin en tout cas de captation de contenu audio et vidéo de manière qualitative et sans faire grand-chose d'autre que vous asseoir et parler face à cette caméra ou à d'autres, eh bien on est là, la Voûte Studio à plein centre-ville de Toulouse, 9 rue Boulbonne. Voilà pour tout ce qui voulait les détails. C'est du taf aussi parce que 2 épisodes par semaine, des fois ça s'anticipe et des fois ça s'anticipe pas. Des fois je peux pas anticiper totalement, donc j'enregistre un épisode le matin pour le diffuser le lendemain ou même le soir pour le diffuser le lendemain. Donc voilà, il faut être hyper efficace sur la post-production, il faut se bouger et être hyper agile. Et voilà, sachant aussi que j'ai été en début d'année 2024, j'ai subi une chirurgie, ça m'a alité pendant à peu près 1 mois et demi. C'était assez compliqué, je ne pouvais pas me rendre au studio, évidemment. D'ailleurs, le studio, de toute façon, n'était pas encore ouvert à ce moment-là. On allait commencer les travaux. Mais bon, je ne pouvais pas non plus faire trop d'enregistrements. Enfin, bon, j'ai eu quand même pas mal de déboires, mais on s'est toujours organisé. On vous a toujours délivré des épisodes. Des fois, on met quelques replays parce que voilà, on n'a pas trop le choix. Et puis parce que aussi, vous qui découvrez le podcast depuis pas longtemps, eh bien, ça fait du bien aussi peut-être de réécouter des épisodes, d'écouter des épisodes que certains vont réécouter, mais que vous n'avez pas pu regarder. Et puis maintenant, arrivé à 200 épisodes, c'est pas évident d'aller jusqu'au début du podcast pour réécouter tous les épisodes parce que c'est des heures et des heures et des heures d'écoute. Je n'ai pas d'ailleurs la stat, mais il y en a beaucoup. Voilà. Vous êtes quand même énormément à nous écouter aussi chaque semaine, mais vous êtes très peu à nous faire des retours. Donc déjà, je voudrais remercier ceux qui nous font des retours sur Apple Podcast et Spotify. Alors Spotify, il n'y a pas vraiment de retour très humain puisque c'est juste une petite notation. Mais franchement, si vous pouvez y aller et nous mettre les 5 étoiles, ça nous boosterait vraiment et ça nous motive un max parce qu'on est resté motivé même en n'étant pas très visible. On a été de plus en plus visible, on était encore plus motivé. Et si vous nous donnez encore plus de visibilité autour de vous, dans vos propres réseaux, chacun à son niveau peut vraiment nous aider à faire scaler l'audience de ce podcast. Et si évidemment vous trouvez que ça en vaut la peine et que ça reste qualitatif, en tout cas à la hauteur de vos attentes, eh bien partagez tout ça autour de vous, partagez les épisodes que vous kiffez, mais partagez aussi juste tout simplement le podcast et tout ce que ça peut apporter aux gens qui l'écoutent comme vous derrière la caméra ou derrière votre
vos écouteurs ou votre casque. Ou dans votre voiture aussi, dans les bouchons, parce qu'on sait très bien que là, ça y est, c'est la rentrée, les bouchons ont repris. Moi, je prends pas trop la voiture le matin d'habitude, mais là, je l'ai pris ce matin parce qu'il pleuvait. Et franchement, je me suis rendu compte que il y a toujours des bouchons partout. Et je sais pas qu'à Toulouse, mais partout dans toutes les villes de France. Quoi vous dire d'autre ? Merci encore. Donc je vais remercier, je sais pas, je pense par exemple le dernier commentaire qu'on a eu sur Apple Podcast, c'est Victoire Agathe. Donc c'était le pseudo. On en a eu d'autres avec des pseudos un peu farfelus. Donc mais voilà, je vous remercie en tout cas vraiment beaucoup. Des retours aussi que vous pouvez me donner sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est beaucoup de feedback positif, beaucoup d'amour. Alors quand je dis beaucoup, c'est en tout cas dans la teneur des messages, parce qu'enfin en quantité, franchement. Il y a beaucoup, je pense, d'écoute passive et pas trop de feedback, mais n'hésitez pas à le donner. Hein. Franchement, on est super ravis. En plus, on répond à tout le monde, et qui plus est quand c'est des messages sympas et pas du démarchage pour nous vendre du montage vidéo, des choses comme ça. Donc voilà, faites-le, c'est sympa. Et pour ce j'ai bafouillé, mais c'est pas grave. Pour ce 200e épisode, on vous avait demandé de nous poser des questions, finalement à mon égard pour que je puisse y répondre spécifiquement, parce que évidemment des fois ce côté aussi passif, d'écoute passive, du coup ça vous permet pas forcément d'interagir et d'être aussi proactif sur le contenu qui va arriver après. Donc là, c'est vous aujourd'hui qui avez fait un peu l'ordre du jour. Donc je vous remercie pour ceux qui ont participé. Encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup de participation par rapport au volume d'écoute. C'est toujours un peu frustrant. C'est comme ça, on persévère. Parce que voilà, on est comme ça, on est motivé, on persévère, quoi qu'il en soit. Donc, dans les questions que j'ai pu avoir, alors j'en ai ici et j'en ai là, qu'on a reçu par mail et sur les réseaux sociaux. Donc, la première question, je les prends complètement dans le désordre. Hein. Est-il encore possible d'investir seul actuellement après 45 ans ? C'est Oudi Mendy qui pose ça, c'est un pseudo via Instagram. Oui, clairement, il est possible d'investir seul, déjà, tout court, oui. Et il est possible aussi d'investir après 45 ans sans aucun problème, seul ou accompagné. Tout va juste dépendre de la taille des revenus, la taille du projet, la taille du financement souhaité, la taille aussi de l'apport et des capitaux qu'on est prêt à mettre, la taille du patrimoine net, la taille du patrimoine brut, et on va s'arrêter là pour les tailles. Voilà. Mais ça va surtout dépendre de ça. En fait, tout est question de sizing, dépendamment du projet qu'on veut aller catcher. Ce qui est certain, par contre, et là je fais une généralité pour le coup, parce que c'est difficile de répondre à une question comme ça, sans connaître la situation de la personne, juste en ayant son âge. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il est beaucoup plus difficile quand même d'investir tout seul qu'en couple. Pourquoi ? Parce que la plupart des banques vont considérer que vous avez un seul revenu, parce que c'est votre revenu, vous investissez tout seul, mais que vous avez la charge de 2 personnes. Et en l'occurrence, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que finalement, la banque, c'est quoi le message qu'elle va vous faire passer ? C'est, oui, ok, c'est bien, tu investis tout seul, tu as les revenus pour le faire, mais tu ne peux pas dire que tu as la moitié des charges de la famille, parce que s'il arrive quelque chose à ton conjoint, ta conjointe, eh bien tu devras quand même assumer 100% des charges de la famille. Donc la banque considère que vous avez 50% des revenus du foyer, enfin en tout cas votre quote-part plutôt du revenu des foyers s'ils ne sont pas équilibrés, mais que vous avez 100% des charges. Donc ça dégrade vachement votre capacité d'endettement. A contrario, c'est un peu dommage, parce que vous aussi, vous pouvez perdre votre boulot, et en l'occurrence, ça veut dire que vos revenus peuvent ne pas être considérés par la banque, si on garde cette même réflexion. Donc moi, je trouve que c'est pas très fair-play. Et que si on investit tout seul, une banque devrait être en mesure de vous dire « Ok, on prend votre quote-part de revenus, donc on prend votre quote-part de charge. » Voilà la seule difficulté. Je vous le dis, moi, à titre personnel, avec Sabrina, que certains commencent à connaître aussi à force d'en parler, évidemment. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble maintenant. Quand on a démarré l'investissement immobilier il y a 15 ans, on achetait tout à 2. Après, on s'est dit « Mais pourquoi on n'achèterait pas un à toi, un à moi ?» Ça permettrait... je sais pas, en cas de problème, de séparation, d'aléa de la vie, ou de choses comme ça, d'avoir un patrimoine qui est déjà finalement splitté et partagé, et ça restera très équilibré. Et dès qu'on a essayé de faire ça, on s'est confronté au problème dont je viens de parler, qui est ce problème de ok, c'est très bien, tu es tout seul, mais je considère que les charges, vous devez les assumer pour 2 personnes. Donc, ça nous a bloqué, donc on a continué d'investir à 2. On en prend, évidemment, en personne morale, etc. Dès 2013, ça, c'était les gens qui suivent le podcast et connaissent notre profil le savent. Mais voilà pour ce sujet. Autre question.
Une autre question qui est... Alors, c'est toujours Odimendi qui pose la question. Merci d'ailleurs pour ta participation. Comment récupérer un bien en SCI à l'IR pour faire du LMNP? Alors, déjà, je vais préciser que je n'ai préparé aucune question, hein. Je les découvre à peu près en même temps, sauf celle que j'ai renotée là qui était sur l'ordinateur. Je les découvre en même temps, donc je ne les ai pas préparées. Donc, je ne vais pas avoir des réponses non plus hyper scientifiques sur tous les sujets, puisque je ne peux pas être calé sur absolument tous les sujets. Ce qui est sûr, c'est que pour passer un bien de SCI à l'IR en faisant du LMNP, il faut en transformer déjà sa qualité intrinsèque, c'est-à-dire qu'il faut rendre le bien meublé. Donc c'est quelque chose que tu peux faire en terminant un bail nu, donc parce qu'un SCI à l'IR, a priori, tu ne peux pas faire de meublé, donc c'est forcément un bien que tu as en location nue, donc avec le régime des revenus fonciers et non des revenus de la location meublée qui sont considérés plutôt comme des revenus on va dire commerciaux, hein, puisque la location meublée est considérée comme une activité plutôt commerciale et non pas une activité de revenus fonciers. Donc c'est deux catégories de revenus différentes au sens de l'administration fiscale. Donc c'est le plus simple, c'est d'attendre le départ d'un locataire et de repimper un peu l'appart, le meubler et de le passer en location meublée non professionnelle. À partir de là, à vérifier avec un expert comptable, puisque ce n'est pas mon métier, à partir de là, tu peux rentrer ce bien en amortissement avec une valorisation qui est la valorisation actuelle a priori du bien. Tu le rentres en amortissement et donc tu peux faire du LMNP au réel sans aucun problème. À minima, tu pourras quand même bénéficier du régime LMNP micro, donc avec 50% d'abattement, ce qui est beaucoup plus déjà que l'abattement que tu peux avoir sur les revenus fonciers, à savoir de location nue. Voilà, parce que souvent les gens se méprennent, revenus fonciers et revenus de location meublée, ce sont deux revenus différents, je le répète. Donc si tu peux faire ça, tu peux aussi négocier avec le locataire, mais ça, je ne sais pas comment on peut l'interpréter l'administration fiscale, hein, attention. Mais tu peux aussi négocier avec le locataire, de lui dire, voilà, je te rachète tes meubles, tu me rends le bail, on en re-signe un sur la location meublée, et je te rachète tes meubles et je le mets dans un inventaire. Donc les meubles m'appartiennent, mais par contre, je te les rachète, donc toi, tu as à y gagner financièrement. La seule différence, c'est que le bail, après, sera un bail plus court, donc tous les ans, et sera aussi, peut-être le préavis peut bouger selon si vous êtes en zone tendue ou pas tendue. À savoir que si vous êtes en zone non tendue, préavis de départ c'est 3 mois pour la location nue, préavis de départ pour la location meublée ça sera 1 mois, alors qu'en zone tendue c'est 1 mois pour les deux. Donc voilà les petites différences qu'il peut y avoir pour le locataire. Et donc si le bail est plus court, ça veut dire que vous pouvez donner un congé pour vente ou un congé pour reprise, donc occupation pour soi-même ou pour un membre direct de la famille, tous les ans au lieu de tous les 3 ans. Voilà. Donc c'est le danger que peut prendre le locataire en acceptant ça. Voilà les deux solutions pour moi les plus simples. Il y en a sûrement d'autres, mais je vais essayer d'être efficace sur les autres aussi questions qui suivent. Alors, pour les autres questions qui suivent, on a une question de Greg P57 sur Insta. Merci Greg pour ta participation. Faut-il investir dès le début Faut-il investir dès le début pardon. Évidemment, faut-il investir dès le début, ça n'avait pas de sens. Faut-il investir gros dès le début? Point d'interrogation. Si on est accompagné, point d'interrogation. Alors, il y a un bout de ma réponse, effectivement, dans cette question, qui est oui, tu peux investir gros dans le début, à condition que tu saches là où tu vas, que tu sois hyper calé ou que tu sois accompagné par des gens qui ont déjà fait la même chose que ce que tu veux faire. Je le répéterai jamais assez, si vous vous entourez de gens, c'est bien de faire des formations, c'est bien de se former l'esprit à tout ça, d'apprendre la théorie, de se cultiver par la pratique des autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vous confronter à ceux qui ont déjà fait les choses que vous voulez faire et des gens qui sont déjà là où vous voulez être. C'est plutôt ça. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans le domaine professionnel, dans le domaine de montée en compétences, dans le domaine d'investissement immobilier, dans le domaine de la bourse, dans le domaine de tout. En fait, tous les domaines, sportifs aussi évidemment. Mieux vaut apprendre de quelqu'un, si vous voulez courir en 30 minutes sur 10 km, mieux vaut apprendre de quelqu'un qui l'a déjà fait que de quelqu'un qui peine à passer sous les 50 minutes. Voilà, même si, attention, un coach n'est pas forcément le meilleur athlète de la salle. Hein. Voilà, c'est pas du tout le même sujet, parce qu'il peut apporter beaucoup d'autres choses. Mais là, clairement, en matière d'immobilier, il faut quand même bien connaître son marché en local, il faut quand même bien connaître le juridique, le fiscal, la compta, les optimisations, tout ce qui est législatif, enfin vraiment toute la réglementation qu'il y a autour.
de l'immobilier et surtout la mécanique un petit peu cérébrale et mathématique de rendement court terme, rentabilité à long terme, type d'exploitation, contraintes, copropriété, etc. Il y a beaucoup de sujets en immobilier. Donc oui, c'est bien de se former, mais c'est mieux de se faire à minima accompagner déjà moralement et mentalement par des gens qui l'ont fait. Mais si vous voulez vraiment aller vite aussi et ne pas perdre de temps et ne pas hésiter, vous pouvez franchement déléguer aussi tout ou partie de votre projet, parce que vous pouvez déléguer aussi une seule partie. Par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise avec la partie travaux, vous pouvez déléguer que la partie travaux à un maître d'œuvre, à une entreprise de travaux clé en main, à voilà, des entreprises évidemment comme les nôtres, par exemple Artae, on le fait sur la partie travaux, où vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas à l'aise sur la chasse, la négo, etc., déléguer que cette partie et vous gérez les travaux. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. Mais oui, pour répondre à ta question, Greg, tu peux investir gros dès le départ. Il faut juste que tu aies conscience qu'il y a plus de risques quand tu fais un plus gros investissement d'un coup que si tu dilues, on va dire, le même montant en plusieurs projets. Ça, c'est une mécanique aussi assez classique de l'investissement au sens large. Alors, une question maintenant de Arnaud F. Arnaud. Deux questions, pardon, d'Arnaud. Il est intéressant de vendre un bien LMNP avant 10 ans. Mais étant acheté avec un prêt sur 20 ans, quelle est la démarche la plus rentable pour vendre ce bien ? Alors, je ne suis pas sûr, Arnaud, de comprendre la question, mais je vais quand même essayer d'apporter un élément de réponse. Donc, oui, il est intéressant d'arbitrer son patrimoine, enfin, un bien en tout cas qui est dans le cadre du LMNP, entre, allez, tape en gros 6 et 12 ans, dépendamment des taux auxquels on a acheté, dépendamment du rendement qu'on a dessus et dépendamment de son coût initial et des frais afférents. Puisqu'en fait, ce sont toutes ces variables qui vont faire que l'imposition sera plus ou moins décalée dans le temps, à la fois par l'amortissement initial de plein de choses. Ça peut être le bien, mais aussi toutes sortes de charges afférentes à l'acquisition du bien, des honoraires, etc., qu'on peut soit amortir, soit passer en déficit instantané et reportable sur 10 ans glissants. Donc ça, c'est une mécanique aussi, une agilité comptable à avoir avec votre expert comptable et une discussion aussi. Bon, il y a plusieurs approches. Donc oui, il faut le faire pour des raisons fiscales. Vous pouvez aussi le faire pour des raisons de récupération de l'apport, puisque c'est un enrichissement pendant 10 ans qui se fait de manière latente. Donc vous ne le palpez pas forcément, tout ce capital qui se rembourse et toute l'appréciation latente aussi du marché sur lequel vous avez investi. Si vous revendez, 40% plus cher sur 10 ans, cette plus-value de 40%, vous pouvez la prendre que si vous vendez. Si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas la prendre. Donc vous vendez, vous récupérez ça, et là, vous le splittez en plusieurs apports pour aller rechercher du levier sur plusieurs investissements. On passer de 1 à 5, puis de 5 à 25, puis de 25 à 125, etc. etc. Ça peut aller très vite, évidemment, ça c'est dans le scénario idéal. Par contre, je ne comprends pas la question, mais étant acheté avec un prêt sur 20 ans, donc ça, ok, c'est pas parce qu'on a acheté sur 20 ans qu'on ne peut pas vendre à 10 ans, il n'y a pas de problème. Quelle est la démarche la plus rentable pour vendre ce bien ? Je vais essayer de... Voilà, encore une fois, je vais essayer de répondre. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, c'est dommage, je ne l'ai pas vu avant, parce que j'aurais pu demander des précisions. Mais clairement, il n'y a pas de démarche rentable pour vendre le bien. Il faut vendre le bien au meilleur prix. Et donc, il faut trouver un acheteur qui est prêt à payer ce prix. Ça, c'est tout. Ce qu'il faut peut-être, c'est avoir aussi négocié des indemnités de remboursement, une exonération plutôt des indemnités de remboursement anticipées à la banque pour ne pas avoir peut-être 1 000 ou 2 000 euros à payer d'indemnité. Donc ça, souvent, on peut le négocier assez facilement si vous leur dites à la banque, écoutez, moi, je suis à l'aise pour payer des indemnités de remboursement anticipé si c'est dans les 5 ans. Par contre, est-ce qu'après 5 ans ou 7 ans, vous pouvez, comme vous savez que c'est à peu près à partir de cette date-là où vous allez vous poser la question de l'arbitrage, est-ce que vous pouvez me faire sauter ça à partir de 5 à 7 ans, sachant que vous empruntez sur 20 ans. Normalement, eux, ils seront assez à l'aise avec ça, surtout qu'ils facturent beaucoup d'intérêts quand même sur les 5 premières années. Et c'est normal puisque le capital restendu est beaucoup plus important. Voilà, donc désolé, je n'arrive pas trop à cerner la question. Donc après, si tu veux me la préciser sur les réseaux ou par email, c'est avec grand plaisir et on pourra t'y répondre au cas par cas. Et ta deuxième question, c'était avez-vous une date pour l'Artae Academy ? Alors, l'Artae Academy, déjà, je vais préciser ce que c'est parce que tu as dû voir des publications passer, peut-être en tout cas où j'en ai parlé sur le podcast, il me semble, sur le bilan qui concernait Artae. Artae Academy, ça va être une espèce d'école dans laquelle vous pourrez bénéficier d'une formation hyper
euh, hyper, on va dire, réaliste sur le marché. Voilà. C'est-à-dire que, à la différence des formations qu'on a pu voir pulluler partout et que d'ailleurs on voit beaucoup moins en ce moment avec des taux à 4%, eh ben, c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand il y avait toutes ces formations-là, j'étais pas très à l'aise avec le sujet parce que c'est des gens qui ont construit un petit peu le marketing des formations autour des taux bas et qui ont fait un petit peu leur beurre là-dessus. Maintenant, l'immobilier, moi, quand j'ai commencé, les taux étaient à 5%. Et je ne me suis pas posé la question de savoir s'il fallait faire du cash flow, pas du cash flow, si l'argent était pas cher, machin, les différés d'amortissement, les trucs, etc. Et tous ces trucs à la con pour vous faire croire que vous êtes rentier pendant 3 ans. C'était pas du tout mon sujet. Donc j'ai toujours eu le même discours en prenant plutôt la rentabilité à long terme plutôt que le rendement instantané, puisque l'immobilier, c'est du temps long et ça reste immobile. Donc là, on va sortir une formation chez Artae dans le cadre de cette Artae Academy avec toute une communauté. Donc il y aura vraiment un sens aussi communautaire d'entraide entre membres de l'académie pour pouvoir transmettre non seulement de la théorie qui est quand même indispensable, c'est certain, mais franchement, vous pourrez la trouver un petit peu partout. C'est juste que la manière dont on va la présenter sera à notre image. Voilà, donc il faut adhérer aussi à qui on est. Et derrière, on aura aussi plein de modules hyper réalistes. Si on vous parle de travaux, on vous parle de travaux en ayant fait des dizaines et centaines, pas des dizaines en fait, mais des centaines, voire même peut-être des millions d'euros de travaux. On ne vous en parle pas en ayant rénové un immeuble de rapport dans la Creuse, en pensant être rentier sur le papier. On va vous parler de théorie avec des cas concrets pratiques. On va vous parler de théorie sur le terrain. Donc avec une illustration de terrain directement. On va vous parler de choses vécues et non pas de choses que vous pourriez vivre. Donc voilà, on va vous parler de tout ça. Et donc pour revenir à la question, c'est avez-vous une date ? J'aurais bien aimé avoir la réponse, mais ce que je peux dire, ça sera certainement en novembre que l'Académie va sortir et qu'on fera peut-être un gros lancement justement sur la période de Noël pour essayer d'amorcer un petit peu tout ça. Et on est persuadé, en tout cas avec Thibaut, qui est un de mes collaborateurs sur Artae, qui m'aide énormément sur la partie création de contenu là-dessus. On va essayer, avec toute l'équipe, de vous sortir ça vraiment d'ici la fin de l'année, pour que vous ayez un contenu qui soit un des contenus les plus qualitatifs en matière de formation immobilière sur le marché. Voilà. Donc on sera ni les plus chers, ni les moins chers, ni en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera ceux qui ne vous vendront pas le plus de rêves. Voilà, ça c'est certain. Et on sera, comme toujours, hyper réaliste. Voilà Arnaud pour répondre à ta question. Une autre question d'Olivia. Est-ce que ça vaut le coup d'investir malgré les projets de loi LMNP ? Ouais, alors les projets de loi LMNP... Pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de tout ça, effectivement, il y a tout un projet de refonte un petit peu et d'uniformisation du traitement des revenus locatifs. Donc, je vous le disais tout à l'heure, un revenu LMNP, location meublée, sont totalement différents de revenus fonciers, ce qui fait 2 fiscalités différentes. Certains sont très avantagés, hashtag LMNP, d'autres le sont beaucoup moins, hashtag revenu foncier, hashtag location nue. Ils veulent uniformiser tout ça. Le gros du gros dans le LMNP, qui fait l'LMNP au réel, hein, j'entends surtout, en dehors de l'abattement qui est un peu plus intéressant, mais en régime micro, mais au réel, le gros du gros qui fait l'intérêt de ça, c'est l'amortissement du bien. Franchement, je vais dégrossir le truc. Et encore une fois, les comptables, ne me tombez pas dessus parce que je connais la mécanique, mais je ne peux pas le faire ici. Vous achetez 100 000 euros, vous amortissez quelque chose qui vaut 100 000 euros sur 25 ans, vous amortissez 100 divisé par 25, 4 000 euros par an. Donc ça veut dire que vous démarrez votre bilan comptable au début de l'année avec moins 4 000. Okay ? Si vous faites 4 000 euros de revenus de loyer en face, à la fin de l'année, moins 4 000 plus 4 000 égale 0. Votre assiette imposable, c'est 0 euros grâce à l'amortissement. Et quand vous revendez le bien à l'MNP, cet amortissement, c'est comme s'il n'a jamais existé. Vous en avez bénéficié pendant 10 ans, 15 ans, il n'a jamais existé, vous revendez, la plus-value se calcule sur votre prix de revente, moins le prix d'acquisition initial. Classique. Sauf que, normalement, ce sont les professionnels qui pratiquent les amortissements, et quand un professionnel pratique l'amortissement, quand il revend, donc il a bénéficié de toute cette déduction tout au long de la durée de vie de son investissement, quand il revend son investissement, ou son actif,
Si vous achetez un actif dans une société, c'est pareil. Je sais pas, vous achetez une voiture, vous la revendez, c'est exactement pareil. Eh bien, vous allez réintégrer ces amortissements dans le calcul du prix d'achat initial. Donc, si vous avez amorti 100 000 euros, que votre bien, vous l'avez acheté 100 000 euros, que vous le revendez 200, eh bien, au lieu de faire 100 000 euros de plus-value, 200 moins 100, vous serez imposé sur une plus-value totale de 200 000 euros. Puisque vous aurez acheté votre bien 100, vous aurez amorti 100, donc votre bien comptablement vaudra 0. Donc si vous le vendez 200, vous paierez sur 200 000 et non 100 000. Ce qui est une plus-value sur la valeur nette comptable de l'actif, à savoir sa valeur d'achat, diminuée de tous les amortissements dont on a bénéficié sur sa durée de détention. Je ne sais pas si c'est clair, j'essaie de vulgariser un max, mais c'est à peu près ça. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires, etc. et à donner plus de détails, voire même des exemples, d'autres exemples chiffrés pour mieux comprendre si c'est pas clair. Je n'ai pas vocation à être prof. Ce qui est sûr, c'est que si c'est le cas, il y aura pas mal d'impact sur les calculs des plus-values. Donc on va se faire vraiment imposer sur la plus-value. Mais en même temps, c'est le jeu et on sera dans le même fonctionnement qu'en SCI à l'IS. Donc si le scénario envisagé est on bénéficie des amortissements, mais les amortissements sont après déduits pour calculer une valeur nette comptable, eh bien, on se retrouve dans le même fonctionnement qu'une SCI à l'IS, sauf que on est avec des revenus en nom propre, et donc on n'aura pas besoin de passer par la case IS avant la case IR. Donc j'ai envie de dire, ça reste quand même plus intéressant que la SCI à l'IS comme ça. On ne rentre pas dans le détail d'autres variables, etc. Par contre, si l'amortissement n'est plus du tout possible, ça veut dire que vous êtes pareil que les revenus fonciers, eh bien là, on va se retrouver dans la même problématique que quand on fait du revenu foncier avec du crédit en phase de développement de patrimoine. C'est-à-dire que vous allez encaisser 1 000 euros de loyer d'un côté, vous allez rembourser 1 000 euros, je dégrossis évidemment, il y a des charges, des choses, des intérêts, vous allez rembourser 1 000 euros de crédit de l'autre. Eh bien, imaginez si vous prenez ces 1 000 euros pour rembourser un crédit, mais que vous devez, par exemple, payer 30% d'imposition sur ces 1 000 euros. Pareil, je ne considère pas les abattements, j'essaie de simplifier le calcul. Ben, ça veut dire que vous vous retrouvez à payer des impôts sur de l'argent que vous n'avez pas. Et c'est ce qu'on appelle le cash squeeze. D'ailleurs, j'avais fait une capsule dont j'ai oublié le numéro, mais peut-être qu'on peut vous la mettre ici, la capsule, dans la description de l'épisode, sur le cash squeeze dont je vous parle aujourd'hui, qui est très intéressante et qui explique ce phénomène qui ruine beaucoup de gens qui investissent dans de la location nue en ayant la méconnaissance de la fiscalité. Je vais faire une capsule très rapidement, sûrement d'ici une quinzaine de jours ou 3 semaines. Donc soyez alerte sur justement les conséquences éventuelles avec de l'avant et de l'après, des exemples chiffrés sur les différents scénarios dont je viens de parler sur ce projet de loi LMNP. Ce que je peux vous dire aussi, mais ce qui n'a aucune valeur, c'est que quand j'ai commencé le LMNP en 2010, on me disait « Ouais, ok, d'accord, mais ton truc, ça va pas durer. Faut pas rêver. » Écoute, si j'avais vraiment écouté les personnes, et pas qu'une seule personne, plusieurs personnes qui m'ont dit ça, ce sont des gens souvent d'ailleurs qui n'ont rien fait depuis, et qui continuent peut-être à m'écouter, désolé, eh bien, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. J'aurais pas pu construire ce que j'ai construit grâce justement au levier de la dette, chose que clairement j'aurais pas pu faire en revenu foncier parce que j'aurais pas pu assumer la partie imposition, donc j'ai préféré déporter l'imposition à la sortie plutôt que de la payer de manière plus court-termiste. Eh bien, si j'avais écouté ces gens-là, je n'aurais rien fait. Et aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler et de vous partager mon expérience chaque semaine. Voilà, donc évidemment, il y a un moment où ça va s'arrêter. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire pour autant ? C'est pas ma vision des choses et ça l'a jamais été. Autre question de Florent. Florent, j'investis en bourse et je fais autour de 8% de rendement. Pourquoi devrais-je investir dans l'immobilier ? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on a souvent, d'ailleurs, quand on fait des rendez-vous découvertes avec des prospects chez Artae pour du clé en main, des gens qui sont très smart, qui ont des bons rendements en bourse. D'ailleurs, Juliette, si tu m'écoutes, Juliette, c'est quelqu'un qui fait plutôt 20% en bourse de manière générale, de ce qu'elle nous a dit. Donc, si tu m'écoutes, ça va être intéressant comme réponse.
Mais bon, effectivement, 8%, alors c'est plutôt correct. Il me semble que d'ailleurs, c'est à peu près la moyenne des rendements en bourse. Hein. Donc, il suffit, je pense, d'acheter des ETF, MSCI World ou des choses comme ça pour faire 8%. Enfin, c'est pas trop de mon domaine, la bourse, mais de ma petite culture, on va dire, ça doit être ça. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bah ouais, avec des rendements nets à 4%, sur la net avant impôt à 4%, avec et puis le coût de l'argent et tout ça, ça peut être compliqué. Alors en fait, nous, chez Artae, on a développé tout un fichier qui est très intéressant parce qu'il met vraiment en avant en fait, ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer le rendement d'un investissement immobilier qui est payé avec de la dette avec un investissement en bourse qui est payé avec des fonds propres. Donc ce qu'on va comparer, c'est le rendement de ces fonds propres dans le cas de la bourse et le rendement de ces fonds propres dans le cas, donc en l'occurrence c'est l'apport, hein, les fonds propres dans l'immobilier, dans le cas de l'immobilier. Si effectivement vous faites, je sais pas, vous placez 100 000 euros en bourse, voilà, 10 000 euros en bourse et que vous faites 8% par an, c'est sûr que c'est déjà une performance intéressante. Dans l'immobilier, ce qui va être intéressant, c'est l'effet de levier que vous allez pouvoir faire. Donc, c'est-à-dire qu'en mettant peut-être ces 10 000 euros, vous allez pouvoir emprunter peut-être 80, 90 000, voire même plus. Et plus vous empruntez en mettant 10 000 euros, plus vous avez maximiser cet effet de levier. Plus cet effet de levier est maximisé, et plus votre rendement sur les fonds propres est intéressant. Évidemment, il y a un juste équilibre à trouver. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ça veut dire qu'on se rend compte très facilement avec ce fichier, et ça c'est mathématique, donc je vais avoir du mal à vous le montrer, puis on va avoir du mal à incruster tout ça, mais à la limite, ça serait intéressant que je vous fasse un jour une vidéo avec un partage d'écran, et pour que vous puissiez le voir sur YouTube et que je vous montre un petit peu la mécanique mathématique de ce fichier-là. Ça peut être très très chouette et je vais me le noter. Si j'oublie, Laura, si tu m'écoutes, il faudra que tu me le rappelles. C'est mon pense-bête. Ce qui est sûr, c'est que on peut vite voir que ces 10% vont travailler de manière considérable grâce à un emprunt qui sera remboursé par un flux entrant, un cash flow entrant de loyer. Et que même si ce cash flow entrant de loyer est, on va dire, plus faible que le cash flow sortant de mes charges d'emprunt plus de mes charges de copropriété, donc locative, charges de copro, etc. Et donc j'ai un cash flow, on va dire, déficitaire, un cash flow négatif. Comme ce cash flow négatif me sert à aller rembourser du capital de manière latente, eh bien ça génère un effet de levier sur mon apport initial plus mon apport petit à petit de cash flow négatif qui souvent et quasiment tout le temps est mathématiquement excédentaire à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Plus un investissement va être patrimonial, plus ses rendements sur les fonds propres vont être intéressants à plutôt 15 ans. Moins un investissement est patrimonial, c'est-à-dire plus on a un investissement à rendement, donc avec une vision plus court-termiste, et bien plus il faudra arbitrer tôt et pouvoir recommencer à aller chercher du levier sur un autre investissement. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux trouver des rendements largement supérieurs sur tes fonds propres à 8% avec l'immobilier, dépendamment du rendement initial de ton investissement et de sa rentabilité à terme, compte tenu aussi des plus-values latentes que tu auras sur l'appréciation du marché et du capital amorti, qui lui n'est pas une plus-value latente, mais juste un simple enrichissement dû à l'effet de levier. Voilà, confère ma capsule sur l'enrichissement latent ou mon chapitre sur mon livre S'enrichir grâce à l'immobilier sur l'enrichissement latent, qui est un concept que j'ai développé en 2020 et qui explique très très bien ça. Et donc j'ai mis un nom là-dessus, ça s'appelle enrichissement latent. Autre avantage aussi d'investir dans l'immobilier par rapport à la bourse, c'est la diversification, tout simplement. C'est-à-dire qu'être full marché financier, c'est quand même assez dangereux parce que certes, tu peux faire 8% par an, mais ça dépend de la fenêtre de tir que tu regardes aussi. Si tu regardes une fenêtre temporelle de 10 ans, tu peux faire 8% par an. Si tu regardes une fenêtre temporelle, une autre fenêtre de 10 ans, tu peux aussi faire moins 8 par an. Donc en fait, ça dépend aussi. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'immobilier, les loyers, ils baissent très rarement quand même. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as investi là-dedans, tes loyers ne vont faire qu'augmenter. Au mieux, tu pourras en plus baisser ton coût de l'argent parce que tu pourras renégocier tes crédits. Et tes charges, même si elles augmentent, même si elles augmentent à la même vitesse que les loyers, si elles sont indexées par exemple sur l'inflation, comme elles pèsent beaucoup moins qu'un loyer dans les chiffres, du coup, tu t'enrichiras quand même. Donc en fait, souvent à l'achat,
À l'immobilier, l'avantage, c'est qu'à l'achat, tu connais déjà ton scénario worst case. Donc, dans le pire des cas, c'est ça que tu auras et tu ne peux avoir que mieux. Évidemment, il faut que les locataires payent, c'est une évidence. Et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de l'IMO et ce qui fait aussi toute l'excitation autour de l'IMO. Question. Alors, attends. Eh ben, dernière question, du coup. Dernière question de Thomas. Thomas, les taux sont trop hauts et les prix ne baissent pas dans ma ville. Comment faire pour investir ? Alors, les taux sont trop hauts, oui et non. C'est toujours une question de référentiel dans la vie. Il y a toujours quelqu'un qui court plus vite que vous, quelqu'un qui court moins vite, quelqu'un qui court plus longtemps et quelqu'un qui court moins longtemps. Toujours quelqu'un qui fait les choses mieux que vous, quelqu'un qui les fait moins bien. Toujours quelqu'un qui est plus grand, plus gros, plus moche, plus beau, voilà, que vous autour. Donc c'est comme ça. Et ça dépend du référentiel. Si le référentiel, c'est les anomalies des marchés, là, on va dire, ces 5-6 dernières années, oui, effectivement, les taux sont trop hauts par rapport à cette période-là. Mais historiquement, les taux ne sont pas hauts, les taux sont plutôt standards. Des taux entre 3 et 4%, c'est plutôt standard. Déjà, on a eu quand même une correction des taux, puisqu'on était à plus de 4%. On est maintenant plutôt entre 3,5 et 4, dépendamment de la durée d'emprunt. Ensuite, les prix ne baissent pas dans ma ville. Je ne sais pas dans quelle ville tu es, mais ça dépend vraiment de là où tu te situes. Et si tu te situes dans une ville peut-être qui est assez... Je sais pas, je prends l'exemple de Toulouse, par exemple, qui est une ville où effectivement les taux ne bougent pas, eh bien, les prix ne bougent pas, malgré que les taux soient plus élevés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si à côté de ça, il y a des villes dans lesquelles les prix baissent, ça veut dire que ta ville, intrinsèquement, elle est en train de se bonifier. Si quand tout baisse, toi, tu stagnes, ça veut dire que si tout le monde stagne, toi, tu serais vraiment en croissance. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique sur la ville et un vrai intérêt pour la ville. Donc ça veut dire que les prix sont en train de se consolider. Et ça, c'est un vrai indicateur intéressant. Je pense que faire des affaires sur des villes où les prix baissent, il y a des opportunités à faire et ça peut être intéressant. Mais c'est pas parce que les prix stagnent ou que les prix ne baissent pas qu'il ne faut pas acheter dans des villes, justement. Parce que ça montre leur résilience, ça montre en tout cas la résilience du marché en local de ces villes-là. Et donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande et que la demande elle est quand même supérieure à l'offre de manière générale, puisque sinon les négos seraient beaucoup plus simples et donc les prix baisseraient. Voilà pour la réponse, elle est plutôt courte, mais on développe un peu plus aussi avec nos prospects et nos clients quand on parle de différentes zones géographiques où investir, ça peut être en France, à l'étranger. Mais en tout cas, j'espère vous avoir répondu de manière assez simple. C'était pas forcément court, hein, je vois que je suis un peu 35 minutes, mais j'ai essayé de répondre à un max. Merci en tout cas pour toutes vos questions. Voilà. Et j'aurais aimé en avoir un petit peu plus, mais j'espère que la prochaine fois... Après, on n'a pas trop communiqué dessus non plus, donc vous n'étiez sûrement pas au courant voilà, quand on recherchait aussi des questions pour ce 200e épisode. Mais encore merci vraiment, en fait l'essentiel il est vraiment là. Ce podcast, il vit, il continue de vivre grâce à vous. C'est vraiment important. Mettez-nous des 5 étoiles partout où vous pouvez, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur, je sais pas moi... sur Google, sur un peu partout, là où vous pouvez, et parlez-en autour de vous, vraiment, ça nous fera un plaisir monstrueux. Et puis voilà, et faites-nous du feedback dès que vous pouvez. Merci, à bientôt, ciao, ciao.